Mesdames et messieurs, chers collègues, amis, bonsoir. Mais ça me fait vraiment très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je veux d'abord remercier la direction de la Fondation Jeanne Sauvé de m'avoir invité à prononcer cette conférence. Je veux remercier tout particulièrement Désiré McGraw, qui a été d'une très grande générosité, une grande patience à mon endroit, qui a été formidable parce que, vous le savez sans doute, mais on a eu ces dernières semaines énormément d'actualités et donc j'ai été pas mal occupée, pas mal difficile à rejoindre et elle m'a aidé un peu à me faire une tête sur ce que j'allais vous dire ce soir. Donc, c'est un grand plaisir et c'est un grand honneur aussi parce que Jeanne Sauvé a été, vous l'avez dit, une femme de première. Elle a été notamment une des premières femmes journalistes politiques, éditorialistes. Donc, ça, c'est important. Il n'y en avait pas beaucoup. Ça en prenait des femmes comme elle pour nous ouvrir la voie à nous, les plus jeunes, par la suite. C'est un métier pour moi dans lequel je suis tombée quand j'étais assez jeune parce que mon père était lui aussi un journaliste de l'écrit. Il a travaillé à peu près en même temps que Madame Sauvé d'ailleurs. Et pour lui, c'était aussi une vocation parce que par la suite, il est allé fonder des écoles de journalisme, notamment une école très connue au Sénégal qui s'appelle le CESTI et d'autres écoles aussi au Proche-Orient. Donc c'était une vocation dont j'ai hérité jeune. Et après toutes ces années, pour moi, je crois que partir, voir, expliquer, comprendre et surtout donner une voix à tous ces gens qui n'en ont jamais, ça reste pour moi le plus beau métier du monde. Et donc, vous allez comprendre ce soir, moi je ne suis pas une grande théoricienne, je ne suis pas une grande analyste des médias, je ne réfléchis pas tout le temps à l'avenir des médias, parce que j'ai rencontré des boursiers extraordinaires aujourd'hui qui, eux, avaient toutes sortes de questions très pertinentes sur le journalisme. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir répondre à toutes, mais c'était vraiment assez impressionnant de les entendre. Moi, je suis plutôt une fille de terrain. Et donc, ce sont mes réflexions un petit peu sur ce qui nous arrive en ce moment dans le métier que je vais vous livrer ce soir. Et je commencerai avec des événements dont vous avez tous entendu parler, j'en suis sûre, et qui ont vraiment, je crois, secoué toute notre profession cette année. Je veux parler de la décapitation de deux journalistes américains, James Foley et Steven Sotloff, par le groupe armé État islamique. Vous savez, les journalistes sont toujours un peu dans des positions risquées, en tout cas une certaine forme de journalisme, celui que moi j'ai pratiqué tout au long de ma carrière, donc comme correspondante. Il y a toujours eu des reporters enlevés, pris en otage, assassinés, tués dans des combats. Malheureusement, c'est le lot, ça fait partie des risques du métier et on les assume. Mais je crois que là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui s'est passé. On est basculé dans vraiment quelque chose d'autre, un autre univers. Ce qu'il y avait de nouveau là-dedans, et dans tous les congrès de journalisme, on en a parlé, c'est, je crois, la barbarie du geste d'abord, c'est la mise en scène tout à fait macabre, c'est la propagande, c'est surtout, et c'est ça qui est le plus important, c'est la terreur qui a été instaurée par les djihadistes, en présentant à la fin de chaque vidéo, pour ceux qui les ont vues, la prochaine victime et une autre, et une autre, et une autre. Et cela va bien sûr au-delà des journalistes, puisqu'il y a aussi des travailleurs humanitaires qui ont été victimes. Et ça, c'est sans compter aussi les victimes, tous ces Irakiens, ces Syriens qui meurent tous les jours aux mains de l'État islamique. And what these killings have in common, I think, is the desire to eliminate embarrassing witnesses, to make them disappear. But without witnesses, there is no testimony and there is no democracy. The result at this point for us, the big media, is that we no longer cover these areas that are controlled by Islamists in Iraq and Syria. It's too dangerous and it's too costly. And so belligerents get a free rein from misinformation. It's very difficult these days for us to confirm pictures, videos, reports that are coming from these areas. And Canada is at war now with the group Islamic State, and yet we no longer know what is happening in that part of the world because we have no independent sources anymore. Alors, je vais vous parler un peu de l'évolution du journalisme. Quand j'étais sur le terrain, moi, au début en tout cas, la plus grande différence, je crois, c'est que les journalistes n'étaient pas des cibles, ou en tout cas, ça arrivait, mais ça arrivait très rarement.
La première guerre que j'ai couverte, c'était en Tchétchénie, c'est en 1994. Les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être pas beaucoup entendu parler de cette guerre, mais rapidement, pour vous situer, c'est que la Russie, à ce moment-là, ne voulait pas reconnaître l'indépendance d'une petite république musulmane, rebelle, qui s'appelait la Tchétchénie, qui se trouvait dans le Caucase. C'était juste après la chute de l'URSS, donc la Tchétchénie voulait se séparer de la fédération. Lorsqu'on est entré à Grozny, la capitale, la première chose qu'on a trouvée sur notre route, c'était un convoi de chars russes qui venaient d'être attaqués par des rebelles. Alors, il y avait beaucoup de fumée autour, il y avait une odeur assez âcre, mais il y avait encore des corps de jeunes soldats russes qui brûlaient à l'intérieur. Il y avait des morceaux de bras, de jambes qui jonchaient le sol un peu partout. C'était assez chaotique, la scène. Ça a été mon premier contact avec la guerre. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler. Ma mère est vietnamienne, elle a beaucoup souffert, elle m'a beaucoup raconté ce que ça pouvait vouloir dire. Mais cette fois-là, j'ai eu un contact direct. La guerre, elle était là sous mes yeux, et c'est là que j'ai compris que si tout le monde, probablement, si tous les chefs d'État, de gouvernement pouvaient voir au moins une fois dans leur vie ce que c'est, peut-être qu'il y aurait moins de guerre aujourd'hui. Mais enfin, peut-être que c'est un souhait un peu utopiste. Donc, d'une certaine façon, c'était plus simple quand même de couvrir la guerre à ce moment-là, parce que les journalistes travaillaient soit du côté de l'armée russe, enfin derrière les lignes russes, ou du côté des rebelles tchétchènes. J'ai moi-même passé des heures dans des abris avec des Tchétchènes pendant que les Russes les bombardaient. Et on faisait nos reportages en même temps, on leur parlait, on essayait de comprendre. Mais moi, je me disais tout le temps que si nous, une toute petite équipe, parce qu'on était trois, si 3 journalistes canadiens savaient où se trouvaient les rebelles tchétchènes, les Russes devaient aussi le savoir. Donc, c'était pas toujours très rassurant, mais on s'en est quand même sortis sains et saufs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les rebelles tchétchènes nous protégeaient d'une certaine façon, parce que pour eux, c'était une question d'honneur. Ils n'auraient jamais voulu que des journalistes étrangers soient pris. Bon, évidemment, les choses ont changé par la suite. Mais in Moscow, Boris Yeltsin was on television day after day saying that only terrorists were targeted in this war. And every day the media, and especially the Russian media, was reporting in detail the reality of that war. There was a huge number of civilian casualties. There was great destruction. Chechnya was in ruins, and the city of Grozny gradually began to look like Stalingrad during the Second World War. Alors, bien sûr, ce sont les rebelles tchétchènes qui ont gagné cette guerre, mais je crois que les médias ont certainement joué un rôle vis-à-vis de l'opinion publique, et c'est ça qui est important. L'opinion publique russe, bien sûr, mais l'opinion publique internationale aussi. Je souligne le courage de nos collègues russes, parce qu'à l'époque, c'était quand même une période d'ouverture, de transparence, c'était une nouvelle Russie sous Boris Yeltsin. Nos collègues ont fait preuve de beaucoup de courage et d'honnêteté, je crois, dans cette couverture pour permettre aux Russes de voir, de comprendre et surtout de débattre de ces enjeux. Et d'une certaine façon, je crois que ça a vraiment encouragé une paix assez précaire parce qu'on sait qu'elle n'a pas duré. Les rebelles sont devenus beaucoup plus militants et beaucoup plus radicaux par la suite. Il y a eu des attentats et dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine a décidé, qui a succédé donc à Boris Yeltsin, a décidé d'écraser complètement le mouvement indépendantiste tchétchène. Mais il avait tiré des leçons de ce premier conflit, c'est-à-dire que la couverture de la deuxième guerre de Tchétchénie a été beaucoup plus compliquée pour les journalistes. C'était beaucoup plus difficile d'obtenir des visas, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur le terrain. Et ceux qui ont dénoncé trop fort ce qui s'y passait, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ces années-là, ceux qui ont dénoncé les exactions de l'armée russe, ceux qui ont dénoncé la corruption ont été tués, certains chez eux à Moscou et d'autres en Tchétchénie même. Authoritarian regimes begin by attacking the freedom of the press, intimidating, arresting, and sometimes eliminating troublesome journalists. Over the years, the world has forgotten about Chechnya. I decided to go back there just a few months ago, just before the Olympics in Sochi. If you remember, there were fears of suicide bombings and terrorist acts from Chechens during the Games, so we wanted to see for ourselves. The Republic has been pacified, as the Russians say. The most striking when you get there after all these years is probably the reconstruction. There is, the conflict lasted 12 years. There were more than 100,000 people killed, and now there is no trace whatsoever of the conflict.
Grozny looks like a small Dubai, big, bright light, big city. The Republic receives millions of dollars from Moscow, and it is ruled by a protégé of President Putin. There are no independent media. Most opponents have been arrested, and many have disappeared. There are a few courageous lawyers from a very interesting association that I didn't know. The name is the Joint Mobile Group. And these lawyers are taking turns. They're going to Grozny for a few days only because they don't want to become targets. And one of those lawyers told me, and I quote, "There have been so many human rights violations, it's terrifying. Hundreds of innocent people have been tortured or killed. Of course, among them, there were a few terrorists, but Chechen President Ramzan Kadyrov solved the problem in a very bloody way, and Vladimir Putin just looked the other way." Alors, ces avocats tentent de documenter, je le dis très courageusement, le plus possible avec des écrits ce qui se passe, en parlant aux familles, en leur offrant de la protection, en leur offrant du soutien. Et la plupart des gens vivent dans la peur, ils n'osent pas parler ouvertement, donc ça, c'est beaucoup d'aide pour eux, c'est très important, je crois. Les combattants tchétchènes, eux, ils se battent aujourd'hui ailleurs, dans la mouvance islamiste. On a su cette semaine qu'il y en avait des centaines qui sont maintenant aux côtés du groupe État islamique et qui pratiquent le même genre de terreur. Mais en Tchétchénie, les Tchétchènes, eux, vous diront aujourd'hui en chuchotant, parce qu'il ne faut pas le dire trop fort, que oui, la Tchétchénie est calme aujourd'hui, mais elle est calme comme un cimetière. Alors en Russie, les médias appartiennent aujourd'hui à l'État, vous le savez, ou encore à des entreprises nationalisées qui tiennent sans dévier la ligne présidentielle. Oui, il y a de la dissidence encore un peu. On peut critiquer le président Vladimir Poutine, mais à ses risques et périls, comme l'ont appris les chanteuses du groupe rock punk Pussy Riot, ou encore les défenseurs des droits des homosexuels en Russie. Les homosexuels peuvent être maintenant sauvagement battus, intimidés, tout ça est filmé, tout ça est mis sur le web en toute impunité. Les homosexuels sont dénoncés à la télévision, à la radio, très ouvertement et menacés. Donc la Russie aujourd'hui, elle est plus fermée, elle est plus autoritaire, elle est plus nationaliste, et cela n'empêche pas, en fait ça explique peut-être même la popularité du président Vladimir Poutine, parce que la vaste majorité des Russes aiment et soutiennent ce président qui est fort, qui a permis à la Russie de relever la tête, qui tient tête à l'Europe et aux États-Unis. Parce qu'on a peut-être sous-estimé l'humiliation qu'ont subi les Russes aussi avec la chute de l'URSS. Donc les Russes humiliés ont retrouvé aujourd'hui un peu de fierté. Mais comme journaliste, pour moi, la guerre de Tchétchénie a vraiment marqué en quelque sorte un tournant, parce que ce que les Russes ont compris là, les Occidentaux l'avaient compris avant eux et l'appliquent depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est plus facile de garder les journalistes à distance. C'est bien de leur distribuer de l'information, mais juste au compte-gouttes. Et le but dans tout ça, évidemment, c'est de contrôler le message. So from then on, I covered most conflicts from a distance. When NATO intervened in Kosovo in 1999 against Yugoslavia, most foreign journalists were kicked out very brutally from Kosovo by the Serbs. And I covered the war from the border in Macedonia. So we had to rely on refugees, Kosovar Albanians who were thrown out of their homes and who would arrive at the border to tell us what was happening inside Kosovo. And it was, of course, better to do it like that than not cover at all. But, it's always a little bit tricky when you get all the information from refugees, because refugees go through terrible things. And so, it's normal, but they tend to emphasize always the worst aspect of the conflict. So you really have to double-check your information. And then on the other hand, we had those daily NATO briefings where they were giving us pictures, videos. They were describing in detail all the targets and how many casualties. We're starting, I'm sure you know what I'm talking about, because we're starting to have them now during this war against Iraq, the Islamic group. So we were reporting those too. For example, in those days, NATO was giving us a huge number of victims. They were talking about 10,000 Kosovo Albanian victims, but we didn't know. We weren't there, so we couldn't check. It's only weeks later when journalists and human rights groups were able to go in after the intervention that we're able really to find out what was
happening, what had really happened. So I remember going in small villages, and we found corpses, you know, and we could tell the story of what had happened, but on the figures that had been given to us by NATO, there was a huge controversy, and it took years to find out exactly what happened during that war. Later on, it became worse, I think, for journalists in a way, because first in Iraq and then in Afghanistan, many of us were embedded with the army. So embedded, which means in bed with the army. And I don't know if you remember, but in Iraq, it was, you know, when you talk about controlling the message, remember these, all these American journalists who were on the American military vehicles when the American army went inside Baghdad. It was quite a sight, and thank God, I mean, Canada was not in that war, so we weren't there doing that. But embedded, which means, so in bed with the army, it has become for us the standard way now to cover conflicts, which is a bit difficult. I know that it's, I mean, a lot of people will tell you that it has become too dangerous for journalists to roam freely in those countries because of Al-Qaeda, because of the Taliban, but still, embedding has enormous limitations for journalists, and the worst thing is that it gives us really a distorted view of the war, because you see the war, I mean, it leads reporters to see the war in military terms, which is completely false, because of course the most important developments are always political. So to give a true picture of what was going on in Afghanistan, for example, we had to get out of the military base in Kandahar, because otherwise we're covering only Canadian forces in Kandahar. The story was elsewhere. It had to be told by Afghans. In the first years of the intervention, so we traveled, we took our own cars, and we just traveled in the country. We tried to be very discreet. That's when the burqa comes very handy. So in the first years of the intervention, the Afghans were telling us about the hope they had. It was such a great hope of change. Everybody was hoping at last the country would change for better. Later on, while the military continued to defend its role, its achievements, we also witnessed the disillusion, because the West had promised so much to the Afghans, freedom. Oh, merci beaucoup. Merci. We had promised, the West had promised so much to the Afghans, freedom, equality, democracy, way too much, in fact, because as we know now, we were not able to deliver. Mais si vous croyez que la désinformation, elle se limite aux zones de guerre, ben détrompez-vous, parce que je vais vous donner un exemple très récent et très près de nous. Je vais vous parler de l'Ebola. Récemment, une de mes collègues, Sophie Langlois, vous avez peut-être vu ses reportages, a accepté d'aller travailler en Guinée, qui est un des 3 pays africains où sévit donc cette épidémie d'Ebola. Vous savez aussi maintenant que c'est un virus terrible qui tue la moitié des gens qui sont infectés, qui meurent d'une façon horrible parce qu'ils meurent au bout de leur sang. Mais pourquoi est-ce que Sophie a décidé de partir ? Ben, elle a écrit sur son blog, puis c'est intéressant parce que ce blog-là a fait un peu le tour de la planète. Elle a écrit « Je pars parce que la désinformation dans cette crise fait des morts. L'information, la bonne, celle qui est claire au lieu de faire peur, est capable de faire reculer les chiffres effarants d'une crise sans précédent. Il faut combattre la peur, qui est beaucoup plus contagieuse que le virus. Et on en a fait l'expérience ici. » Elle nous disait aussi qu'elle a décidé de partir parce que les victimes sont des Africains. Alors, je vous rappelle qu'au printemps, il y a des centaines de Guinéens, de Sierra-Léonais, de Libériens qui sont morts. Silence de la communauté internationale, pas un mot. En juin dernier, l'organisation Médecins sans frontières a lancé un cri d'alarme. Elle a déclaré que l'épidémie était hors contrôle. Pas un mot, pas un geste de la communauté internationale. Il a fallu, l'ONG a répété son cri d'alarme en juillet, donc il y a quand même quelques temps déjà, pas un mot encore. Et il a fallu que des humanitaires blancs soient infectés au mois d'août pour qu'on commence à s'y intéresser et à s'inquiéter. Pas pour la santé des Africains qui mouraient par milliers, non, pour notre propre santé.
Ebola had been killing hundreds of people in Africa, but it's only when Ebola arrived in North America, when we saw the first victim on American soil, that suddenly we started to hear about it and we started to act about it. If we had taken this epidemic seriously from the very beginning, so very early on in the year, it would be under control and people would not be dying unnecessarily today. Thanks to our colleague Sophie Langlois, who went to Guinea, we were able to see for the first time what was really going on in those countries. We were able to put a face on those courageous African doctors, nurses, who were willing to put their life on the line to save their country. There is so much misinformation now about Ebola, around Ebola, because we didn't talk enough about it. I mean, we are talking about it now, but we didn't do it when it was still time to do it and to help the people there. The reality is that this virus is not going to be contained unless more medical care is made available and more help, much more help is still needed, even today as we speak. Alors, les journalistes, ils ne font pas la démocratie. Notre rôle à nous, c'est d'informer pour permettre aux gens de prendre les bonnes décisions et pour permettre à la démocratie de s'exercer. Or, pour être informé, il faut être sur le terrain, il faut être là où se déroulent les événements et il faut pouvoir témoigner de la réalité. Ce qui est beaucoup plus difficile, on en a discuté tout à l'heure avec les boursiers, dans le contexte actuel. Et je peux vous en dire quelque chose parce que je présente un bulletin d'information qu'on dit traditionnel tous les soirs et c'est un bulletin qui doit constamment s'ajuster, constamment évoluer parce que les habitudes de consommation de l'information changent, bougent très vite, parce que nos moyens financiers ne sont pas ce qu'ils étaient avant, parce que nos revenus publicitaires, parce que tout ça a changé et change très vite, tout ça est à la baisse, parce que notre financement, nos budgets aussi sont à la baisse, et que nos défis sont immenses. Parce que longtemps, vous savez, on a parlé des médias comme étant le quatrième pouvoir, après l'exécutif, le judiciaire, le politique. Celui qu'on décrit en anglais par l'expression « agenda setting », le pouvoir donc d'établir l'ordre du jour de la conversation publique. C'était peut-être vrai à l'époque où il y avait quelques grands médias de masse qui dominaient cette conversation, mais à l'ère des fameux médias sociaux, voilà, le mot est lâché parce que pour nous, c'est notre premier ennemi, les médias sociaux. Le rôle ennemi, c'est un grand mot, là. Le rôle d'arbitre des médias traditionnels est vraiment remis en question. Mais moi, je crois que paradoxalement, quand les gens se demandent « Is journalism dead? Is it the end of journalism ?» Moi, je crois que paradoxalement, ils ont maintenant, les journalistes, un plus grand devoir, celui de rétablir un peu de perspective dans toute l'information, dans toute la désinformation qui nous atteint tous les jours. And we experienced this a few days ago during the shooting in Parliament in Ottawa. As is the case usually these days, it's first on Twitter that many people get the news. So a journalist was the first to tweet directly from the War Memorial a photo showing people trying to revive the soldier hit by the gunman's bullets. Then people switch on their TV, but they continued to follow the events on the social networks. And there is always a great risk that false information will be spread, and that is precisely what happened that day. In over a few minutes, it was reported that there was one, then two, then three suspects in Ottawa. There was panic everywhere. The city was under siege. And that's why journalism remains so important, so crucial, I think, today. Several foreign media who watched the television coverage in English have noted the exceptional work by our CBC colleagues. S'ils avaient regardé en français, ils auraient trouvé la même chose d'ailleurs, who were able to draw a line between truth and rumor. This is what, I mean, that's what we're telling them. This is what we know, and this is what has been confirmed by the authorities. The rest is rumors, and when we'll know whether it's true or not, we will tell you. Each fact was checked and as the situation evolved. C'était en fait un magnifique exemple, et je trouve ça, c'est toujours bien de se taper dans le dos, là, des vertus du journaliste traditionnel que tout le monde dit mort et enterré.
Nos sociétés démocratiques ont besoin que l'information soit synthétisée, qu'elle soit mise en perspective, que les gens puissent comprendre ce que la nouvelle veut dire et comprendre aussi ce qu'il y a derrière la nouvelle. Et donc, plus que jamais, le journaliste doit témoigner des faits, il doit les valider pour faire contrepoids aux opinions gratuites, aux rumeurs, aux ragots, pour permettre aux citoyens, pour vous permettre à vous de prendre les bonnes décisions et aussi aux gens qui nous dirigent. Alors, quelqu'un a déjà dit, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Moi, je vous dirais que vous, du milieu universitaire, qui savez à quel point toute la connaissance, tout le savoir est une source d'enrichissement collectif, une condition essentielle à l'avancement des peuples. De la même façon, on pourrait dire, si vous trouvez que l'information coûte cher, essayez donc de vous en passer. Et là, je suis sûre que vous réalisez à quel point c'est important d'avoir encore du journalisme de qualité, d'avoir des journalistes, et que c'est une condition, à mon avis, qui est tout à fait essentielle au maintien d'une démocratie en santé. Merci beaucoup.